Merci beaucoup. Bon après-midi. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier aussi Marc Derélie, Sébastien, tous les organisateurs. Je pense que c'est une excellente opportunité, on l'a déjà vu hier, de permettre de faire redescendre vers le terrain, puisque c'est aussi du terrain que proviennent toutes les informations recueillies dans tous les États membres. Donc je trouve que c'est une excellente opportunité de vous rendre quelque chose de cette contribution tellement importante, parce que sans les données, pas d'analyse, ou alors des analyses fantaisistes. Donc ce que je voudrais faire, je voudrais remercier aussi Marie, ce n'est pas la première fois qu'on travaille en binôme dans ce genre de réunion, et ce que je voudrais faire, c'est justement faire un peu le lien. J'ai pris 5 thèmes pour lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour alimenter aussi la discussion, pour illustrer concrètement qu'est-ce qui se passe en Europe, quel est le rôle très actif que l'Europe joue pour défendre en partie les mêmes objectifs que ceux que Marie a soulignés. Et je voudrais vous dire aussi pourquoi. J'ai eu la discussion avec l'une de nos collègues hier à ce propos, hier matin. Je pense que le plus important, c'est, en fait, on parlait d'un nouveau paradigme et on parlait de pragmatisme. Dans la discussion hier après-midi, ce que j'ai voulu apporter comme pierre à l'échafaudage ou à la construction de ce nouveau paradigme, c'est de dire que le pragmatisme pour le pragmatisme, c'est peut-être un peu court, et que ce qui nous caractérise en Europe, et certainement pour tous les travailleurs dans le secteur de la santé, quel que soit le type d'assuétude, c'est de préserver ou de restaurer la relation à l'altérité. Et quand on voit la mention faite par Marie, par exemple, des changements politiques qui malheureusement ne sont pas seulement en Europe de l'Est, mais aussi dans d'autres pays, dans l'Union européenne de plus en plus, cet autre qui est diabolisé, cet autre qu'on exclut, cet autre qu'on rejette, et cet autre peut prendre différentes formes, y compris même celui qui ne pense pas ou n'a pas les mêmes opinions politiques. On se rend compte que on est probablement, il y a eu d'autres moments clés et des moments de bascule dans l'histoire, mais on ne peut pas exclure qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas face à un moment de bascule potentiellement le même. Donc, quels sont les 5 ou 6 points que je voulais partager avec vous? Le premier, c'est vous dire, en gros, ça va vraiment être... ce n'est même pas l'Europe expliquée pour dummies, parce que c'est juste 2 minutes, mais c'est d'expliquer qu'est-ce que l'Europe fait ou ne fait pas en matière de drogue, de voir après où est-ce qu'on en est au niveau de cette négociation européenne entre l'Union européenne et les autres pays au niveau des Nations unies. Et puis 3 ou 4 points d'illustration qui sont aussi d'actualité et d'intérêt en Europe et pour certains de ces points aussi en Belgique. Donc la première chose, c'est pour arriver à définir ou comprendre que fait l'Europe ou pourquoi est-ce que l'Europe ne fait pas plus, c'est de comprendre que la base légale pour l'Europe pour avoir une légitimité pour prendre des initiatives législatives ou politiques, ça commence d'abord par la base légale qui figure dans les traités. Et par rapport à ça, il y a 3 types de compétences, soit les compétences exclusives, par exemple la politique agricole commune. Les États membres ont délégué leurs pouvoirs et leurs compétences à l'Union européenne. Ensuite, il y a les compétences partagées et puis les compétences qui sont beaucoup plus limitées, c'est-à-dire que l'essentiel des compétences dans une matière donnée reste pleinement la compétence des États membres. Et l'Union européenne, représentée par la Commission, parfois aussi le Conseil, joue un rôle de soutien, de coordination et de complément. Et en fait, en ce qui concerne l'approche des drogues dans l'Union européenne, il n'y a pas d'article dans le traité qui soit spécifiquement consacré à la drogue. Donc il n'y a pas une compétence forte en matière de drogue dans les traités. Il y avait un projet d'article dans le projet de convention européenne, mais puisque la Constitution européenne n'a jamais vu le jour, il n'y a toujours pas d'article qui donne cette compétence. Il y a juste 2 compétences spécifiques de l'Union européenne, exclusives de l'Union européenne. Elles ont trait à la lutte contre le blanchiment et aussi contre la diversion des précurseurs chimiques. Et ça, en fait, c'est justifié par le fait que nous avons le marché unique et que nous avons l'union douanière. Et donc, ce sont des compétences
qui n'ont pas été délégués à l'Union européenne par choix idéologique, mais uniquement parce que c'est lié au bon fonctionnement de l'union douanière et du marché unique. Et puis, il y a deux articles, enfin deux groupes d'articles dans le traité. D'abord, la coopération judiciaire en matière pénale. Il y a deux articles, et ensuite, il y a un article sur la santé publique, mais qui est assez, on va dire, d'une portée assez faible et assez limitée. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on parle ces 2 jours-ci des assuétudes et pas uniquement des drogues illicites, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne aujourd'hui n'a même plus une stratégie en matière d'alcool. C'est une des illustrations. C'est parce que ses compétences en matière de santé publique sont très limitées. Et donc, ça veut dire que tout ce qui se fait dans l'action et dans la politique ou la stratégie drogue au niveau européen, ça repose et ça s'appuie essentiellement sur la coopération entre les États membres. Et cette coopération, elle est soutenue, stimulée, encouragée et suivie, monitorée, encadrée par la Commission européenne. Et l'Union européenne, aussi une caractéristique qui la distingue d'autres régions dans le monde, elle a dans sa stratégie qui a été élaborée et décidée par les États membres ensemble. Donc il faut bien imaginer que ce genre de décision, au bout du compte, c'est le consensus entre 28 pays. Donc ce n'est pas forcément toujours le plus ou le mieux disant qui l'emporte, mais quand même, cette stratégie et cette politique, elle a des points forts qui nous distinguent d'autres régions du monde. Par exemple, l'approche équilibrée entre réduction de l'offre et réduction de la demande. Même si on sait très bien qu'après ça, chacun des 28 États membres exprime et fait ses choix politiques dans un cadre commun, mais en s'appuyant sur ses propres compétences et ses propres choix. Et il y a aussi l'importance à la fois de la réduction des risques, qui est mentionnée dans la stratégie européenne, et aussi l'importance d'utiliser des données factuelles, l'évidence scientifique, et de procéder aussi à des évaluations régulières des stratégies. Après, de nouveau, pas tous les pays font des stratégies de la même manière, mais aujourd'hui, tous les États membres de l'Union, d'une manière ou une autre, ont une stratégie nationale, et presque tous procèdent à des évaluations régulières. Et par exemple, pour vous illustrer seulement un des bénéfices ou des effets positifs, il n'y a pas que des effets positifs ou des réussites, mais une de ces réussites, par exemple, Marie mentionnait 450 000 décès par overdose dans le monde. Il y a 2 ans, eh bien, aux États-Unis, l'estimation, c'était qu'il y en avait 67 000 et en Europe, 9 500. Donc, c'est un exemple, c'est une illustration que même si au niveau local ou national, on peut avoir des souhaits ou des frustrations ou des difficultés, malgré tout, il y a une tendance collective au fil des 20 ou 25 dernières années qui est positive et qui est très importante. La succession, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'évolution de ces stratégies nationales. C'est qu'on est parti de documents qui étaient très généraux et qui étaient plus des grandes déclarations et qui n'étaient pas toujours suivis, ou ce n'est même pas toujours possible qu'ils soient suivis des faits. On est maintenant dans un cycle où sont décidées des stratégies pour une période de 8 ans et qui sont traduites en plans d'action. Ces plans d'action, aussi en partie grâce aux données que certains d'entre vous fournissent ou vous contribuez au recueil de données, des données de traitement ou les maladies infectieuses associées à l'usage de drogue. Toutes ces informations sont utilisées pour contribuer à l'évaluation des plans d'action et de la stratégie de l'Union européenne. Et ce qui nous différencie aussi comme région d'autres régions du monde, c'est que la dernière évaluation externe, la dernière évaluation de la stratégie drogue de l'Union, c'était une évaluation externe et faite par des évaluateurs qui étaient en deçà de tout soupçon par rapport au risque de conflit d'intérêts par rapport à l'objet de l'évaluation. La carte que vous voyez sur le côté, elle vous montre d'une manière générale quelle est la situation entre les stratégies qui couvrent uniquement les drogues illicites et les stratégies qui ont une approche plus intégrée et qui adressent toutes ou presque toutes les assuétudes. Et c'est quelque chose qui évolue ces dernières années. Et du coup, c'est aussi un débat qui a lieu pour l'instant au niveau européen et entre les États membres de savoir si l'Observatoire européen des drogues devrait un jour couvrir aussi tout ou certaines de ces autres assuétudes. Voilà. Il y a un effet d'influence à la fois
du cadre européen sur la manière dont les stratégies, quand il y en a, sont définies au niveau national. Ça a certainement été le cas pour tous les pays qui ont rejoint l'Union européenne depuis l'an 2000, parce que pour ces pays-là, s'aligner sur la stratégie européenne et les plans d'action était obligatoire, même si les États membres se réservaient le droit de ne pas faire la même chose au niveau national. Mais ça explique pourquoi il y a eu en tout cas une convergence plus forte avec l'arrivée des nouveaux pays dans l'Union européenne. Maintenant, l'UNGAS, pour juste apporter un complément à l'excellente présentation de Marie, je voudrais d'abord dire que la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies, elle a lieu sur la drogue. Il était prévu qu'elle ait lieu tous les 10 ans pour évaluer les résultats de la stratégie précédente et décider de la suivante. Et donc, c'était prévu en 2019. Et en effet, les pays qui payent le prix le plus cher en termes d'approche exclusivement répressive ont appelé au secours. Et c'est grâce à leur insistance que l'UNGAS a eu lieu plus tôt. J'ai eu le privilège d'assister, de participer à la préparation de la position européenne. Donc, je peux vous dire que pour la première fois dans l'histoire, l'Union européenne a eu une position commune qui a été défendue, je pense, très bien par la présidence hollandaise de l'Union européenne. Et c'est aussi une position qui a été rejointe par énormément de pays. Et on a vraiment pu jouer un rôle moteur et très actif dans les négociations. Mais on était aussi dépendant, et ça on oublie parfois de le dire, si c'est déjà parfois difficile de construire une Europe avec 28, les Nations Unies, un consensus avec 200 pays, vous imaginez que c'est encore plus difficile. Et donc le résultat qu'on a obtenu ensemble en 2016 était, je dirais, presque inespéré. Je voudrais juste ajouter que par rapport aux enjeux pour l'Union européenne, nous avions moins à revendiquer, à part faire valoir nos valeurs et certains des principes qui sont déjà à l'œuvre dans la ou les politiques européennes. Pour les autres pays, notamment dans les Amériques, c'était vraiment le cri au secours pour se libérer du poids et de la pression du tout répressif et de la guerre à la drogue poussée par les États-Unis. Et donc, l'espoir d'un changement, l'espoir attendu était beaucoup plus fort, par exemple, dans les Amériques ou en Asie qu'en Europe, puisqu'en Europe, on part d'une situation où on a développé déjà des choses dans les 10 ou 15 dernières années. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La présentation, elle sera disponible ici. Et il y a des liens aussi vers tous les documents de soutien pour expliquer tout ce que vous souhaitez pouvoir lire sur le site de l'Observatoire. Mais c'est important de voir que ça, c'était les valeurs clés qui étaient présentées et agréées par les 28 États membres, y compris la partie sur la réduction des risques, ce qui, il y a 5 ou 10 ans, n'était pas gagné du tout, je peux vous le dire. Et le résultat, c'est le document de conclusion de l'UNGAS, comporte davantage de chapitres. Si vous voyez la déclaration politique de 2009, si vous voyez les nouveaux domaines qui ont été ajoutés, les nouveaux chapitres, les nouvelles conclusions, au départ, je dirais, on a, comme le disait Marie, on a certainement un capital et un potentiel beaucoup plus positif. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un peu perdu le momentum. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas uniquement l'arrivée du président Trump, c'est aussi le départ du président Obama, dans la mesure où j'ai eu le privilège d'assister à la réunion bilatérale Union européenne-États-Unis. L'envoyé des États-Unis, quand nous étions à New York en 2016, il nous a dit, voilà, pour raison constitutionnelle, la peine de mort, on ne peut pas y toucher, ça ne peut pas être dans le document final. Le terme réduction des risques nous pose un problème, mais nous sommes d'accord avec le contenu et nous ne demandons pas d'annuler le contenu. Donc, la position qui était neuve de la part des États-Unis, première fois, c'est que finalement, même le contenu qui amenait des questions sur les droits de l'homme, la réduction des risques, était accepté par eux. C'est comme ça qu'on a pu avoir le document. Maintenant, le problème, c'est, comme l'a dit Marie, le moment est passé. Et récemment, il y a 2 semaines, j'ai représenté la région européenne à une des réunions intersessionnelles à Vienne. Et le problème, c'est que le jour où nous avions le premier jour de la réunion de préparation et de négociation, c'est le jour où le président Trump a présenté un nouveau Global Call on Drugs. Et le danger, c'est que en fait, ce Global Call
Comme par hasard, il a été signé par les Russes et les Chinois, qui sont contre l'Outcome Document, qui sont contre l'évaluation, qui sont contre la réduction des risques, contre toute une série de choses, qui veulent maintenir la peine de mort. Et donc l'enjeu maintenant, c'est est-ce qu'on va encore parvenir à avoir un espace pour négocier, ou est-ce que les États-Unis, qui maintenant tout d'un coup se réveillent et reviennent dans le jeu, est-ce qu'ils vont boycotter ou court-circuiter la procédure et le processus, et avec quoi est-ce qu'on va se retrouver Donc on est un peu on est un peu face à un vide, à un trou. On avait une certaine cohérence et cohésion et certains espoirs dans les négociations. L'Union européenne continue à ses efforts, mais en même temps, il y a certains des pays membres de l'Union qui ont déjà signé le document de Trump, vu que l'invitation à New York, c'était uniquement pour ceux qui ne discutaient pas et signaient. Donc, c'est une difficulté. Après, il y a d'autres illustrations de l'évolution de cette coopération sur les politiques drogue en Europe. Le premier, vous avez eu un atelier ce matin auquel malheureusement je n'ai pas pu assister sur les salles de consommation contrôlées. Je voudrais juste dire par rapport à ça que d'abord en Europe, c'est considéré comme étant un outil ou un mode d'intervention parmi d'autres. Donc ce n'est certainement pas mainstream, mais ce n'est pas non plus rejeté par les États membres. Simplement, ce n'est pas encore un instrument qui est adopté par l'ensemble des pays. Malgré tout, il y en a 90 qui existent déjà dans l'Union européenne. Il y a des obstacles légaux dans certains pays. On a besoin d'évaluations rigoureuses. Et là, les données d'évaluation, dans beaucoup de cas, c'est ce qui manque le plus. Et enfin, pour arriver aussi à combler un vide, je sais traduire de l'anglais, dans le but de combler un vide. À ce propos, nous avons une publication sur les meilleures pratiques. Et je voudrais juste illustrer que sur le dernier rapport de l'International Narcotic Control Board, il est dit clairement que les salles de conso, certainement, elles ne sont pas mainstream. Elles ne sont pas non plus en contravention avec les conventions, mais il y a des critères à respecter, des critères minima, et je pense que ces critères, c'est un peu le bon sens aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, parce que ce n'est pas contraire aux conventions, c'est légal et autorisé dans tous les pays. Ça ne veut pas non plus dire que tout le monde doit en avoir à tous les coins de rue, mais en tout cas, ça veut dire que ça continue à faire partie de l'esprit des conventions, et ça rejoint le point de l'Union européenne aussi sur la flexibilité que nous souhaitons avoir dans l'interprétation des conventions. Un sujet qui fait énormément de débats, c'est l'usage médical des cannabinoïdes. Je ne vais pas avoir le temps maintenant de vous en parler davantage, mais on a une toute nouvelle publication qui sort au mois de décembre, le 5 décembre. Et en fait, le point clé... Ah zut. Le point clé là-dessus que je voulais vous dire, c'est que, en fait, une des difficultés, c'est qu'il y a un peu tout et son contraire qui circule sur Internet et en dehors. Et donc, nous avons fait une umbrella review, comme on les appelle. C'est une revue des revues de la littérature. Et nous avons donc ce rapport qui va être publié le 5 décembre et qui va aussi s'appuyer sur les conclusions du European Expert Group sur Drug Dependence de l'OMS. Sébastien y faisait référence et Marie aussi. Ce groupe a fait déjà une première réunion en mai. Une des conclusions, c'était qu'ils vont proposer à la prochaine CED à Vienne en mars l'année prochaine de déplacer de catégorie le cannabidiol. Et les critical reviews qui vont être présentés et discutés maintenant vont servir de base pour éventuellement proposer de transférer ou de déplacer d'autres substances. Alors, je vais juste ceci pour terminer. Le restant, vous aurez de toute façon l'information là. Quand on parle de décriminalisation, aujourd'hui, dans l'Union européenne, le seul pays qui fait ça depuis 17 ans, c'est le Portugal. Un point important à souligner, c'est que ce n'est pas un pays dont la seule politique est uniquement la décriminalisation. C'est une politique qui est beaucoup plus compréhensive et beaucoup plus complexe, qui comprend à la fois la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, mais aussi un investissement extrêmement important en termes de santé publique, bien sûr, de répression et d'investissement dans le travail des forces de l'ordre,
mais aussi sur le monitoring et l'évaluation. Et c'est un des seuls pays de l'Union européenne qui a des évaluations externes régulières qui permettent d'ajuster les stratégies et les politiques nationales. Et voilà, je vous laisse la dernière image avec les publications à venir. Voilà, c'est celle-ci. Donc, il y a une première publication qui a été faite en mai sur le cannabis au volant et que nous avons fait ensemble avec les collègues canadiens suite à la conférence Lisbonne Addiction de l'an dernier. Nous avons la publication sur l'usage médical des cannabinoïdes pour le 5 décembre. Et enfin, nous avons une nouvelle publication qui est en cours de préparation sur les marchés régulés du cannabis, critères et questions de méthode, qui sera publiée l'an prochain. Et sur notre site, vous pouvez demander à vous enregistrer sur le système d'alerte d'information sur les politiques cannabis et cannabis médical dans et hors de l'Union européenne. Merci beaucoup.